Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier point lecture du mois d'avril où je vais donc vous présenter mes 3 dernières lectures puisqu'il y en aura eu malheureusement que 9 sur ce mois-ci. Donc pour commencer tout de suite, j'ai d'abord fini une trilogie, donc Nea Chronicle, le tome 3, Manus Dei par Jean Vigne, édité aux éditions du Chat Noir. Donc en fait, pour ceux qui n'ont pas lu cette trilogie, je vous dirais que ce qui ressort vraiment, c'est qu'elle est réellement surprenante. C'est-à-dire qu'entre le tome 1, le tome 2 et le tome 3, vous ne savez jamais où vous allez, l'auteur vous emmène tout le temps dans des directions complètement différentes et vous faites mener vraiment en bateau du début à la fin. Donc en fait, vous allez rencontrer Nea. Nea qui est une jeune fille qui dans le tome 1 a 15 ans et va donc un soir faire le mur pour rejoindre son mec de l'époque. Il faut savoir que Nea c'est une tête à claque, vous avez envie de la baffer, il n'y a pas d'autre mot. Et donc ça tourne mal, elle se réveille le lendemain dans un marais et elle va rentrer chez elle en ayant un petit peu oublié la soirée. Et quand elle va rentrer, elle va avoir le choc d'apprendre qu'il n'y a pas une nuit mais 5 ans de passé entre les deux et que donc Nea a à présent 20 ans. Sauf que ça n'est pas la seule chose qui va lui arriver, il va lui arriver vraiment plein d'autres choses et notamment elle va se rendre compte qu'elle est peut-être plus tout à fait humaine. Et donc dans le tome 1, Nea va chercher à comprendre ce qui s'est passé pendant ces 5 ans, pourquoi elle a eu ce trou noir et aussi qui elle est. Donc il se passe énormément de choses, le tome 1 il est plutôt assez thriller, un peu trash, il y a des scènes un peu dures. Et dans le tome 2, toujours dans sa quête, donc il y a une quête de vengeance, parce que je vous l'ai dit, Nea c'est un petit peu une tête à claque, faut pas rêver. Et puis dans la quête aussi de savoir qui elle est, ça va prendre vraiment une autre tournure, un autre tournant, vous partez dans autre chose. Et là, vous allez dans des époques différentes. Il faut savoir que à chaque tome, la narration ne se fait pas que par Nea. Donc Nea, quand elle parle à la première personne, donc en fin de compte, ça vous permet d'avoir vraiment ses pensées, son cheminement. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que vous avez régulièrement envie de lui foutre des claques, parce qu'elle est un peu psychopathe sur les bords, elle est complètement implacable, elle est... voilà. C'est l'anti-héros par excellence et pourtant vous pouvez pas faire autrement que de l'aimer. C'est ça qui est assez magique et c'est un vrai tour de force de son auteur. Rien ne l'arrête quand elle veut quelque chose, que ce soit sa vengeance ou des réponses à ses questions, rien ne va l'arrêter et malgré tout vous pouvez pas vous empêcher de lui chercher des excuses et de l'aimer. Et donc quel que soit le tome, vous avez d'autres points de vue, d'autres personnages qui vont interférer avec Nea. Et dans ce tome 3 par exemple, vous allez passer de la Bretagne à l'Angleterre en passant par l'Égypte. Vous avez le présent, vous avez le passé, vous avez le futur. Vous avez pas mal de choses qui se mélangent pour vous donner un tout hyper surprenant, hyper addictif, hyper original. En plus, il faut savoir que Jean Vigne a une plume très particulière. Il sait l'adapter. En fonction des personnages qu'il met en scène, sa plume est différente. Jean Vigne, c'est un auteur génialissimement dingue, qui a vraiment des idées hyper originales, hyper travaillées, mais c'est aussi un auteur hyper sadique, autant envers ses lecteurs qu'envers ses protagonistes, qu'il ne ménage jamais, et nous non plus d'ailleurs. Donc voilà, pour tous ceux qui ne connaissent pas Nea, très sincèrement, je vous recommande cette trilogie. Elle est hors de tout ce qui a déjà été fait, elle sort des sentiers battus et ça fait du bien. Ensuite, je suis partie dans une série totalement différente puisque j'ai lu Zombition de Aurélie Mendoza ou Mendonça, je suis désolée si j'écorche un petit peu le nom, paru chez Rebelle Éditions. Donc si je me trompe pas, c'est un one shot. En fait, je vous explique, c'est qu'au cours de lecture, j'ai cru que c'était pas un one shot. Et à la fin, notamment la dernière page qui est complètement folle parce que c'est une fin complètement de folie, j'ai compris qu'en fait ce serait bel et bien un one shot malgré pas mes attentes, mais ouais, j'aurais bien aimé que ça continue en fait. Parce que vous faites la connaissance d'Evangeline Rose qui se surnomme Evie. Et ça c'est le personnage principal du roman et elle est hyper attachante. Ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça que j'aurais bien voulu continuer à la suivre un petit peu dans la suite de ses aventures. Mais apparemment ce ne sera pas le cas.
Et donc Evangeline Rose, elle a été élue, un peu comme Buffy a été élue pour tuer les vampires. Elle est élue par la magie pour tuer les vampires. La grosse différence, c'est que elle s'en tamponne un petit peu le cornichon. Ça l'intéresse pas du tout. Tuer les zombies, pour elle, c'est crade, c'est chiant, c'est dégueulasse, ça salit ses fringues, ça bousille son emploi du temps. Enfin bref, elle préférait passer son temps à faire du shopping et pouvoir continuer son boulot d'écrivain. On est dans un monde où les zombies sont là depuis des temps ancestraux et que pour les combattre, il y a des nécrocides qui, elles, sont là depuis aussi des temps ancestraux. Donc en fait, on n'est pas du tout dans un livre de zombies post-apocalyptique tourné sur la survie, puisqu'en fait les zombies sont là, le commun des mortels ne sait pas qu'ils existent, parce qu'il y a des équipes de nettoyeurs qui se chargent de faire disparaître les traces. En revanche, vous avez des tueuses de zombies qui le deviennent de mère en fille, de génération en génération, et qui donc dès la naissance sont entraînées à tuer les zombies. Donc vous ne vous retrouvez pas avec un héros qui tombe là complètement par hasard et qui ne sait pas à quoi il a affaire et qui doit apprendre à survivre, puisque elle est née dans le but de tuer les zombies, elle est donc préparée à ça. C'est pas pour ça que pour autant elle a envie de le faire, mais bon, ça c'est autre chose. D'autant plus que Evie, elle a microbe, elle l'appelle microbe, elle a microbe dans le tiroir et donc elle se balade quand même avec le ventre bien rond et ça l'intéresse d'autant moins d'aller faire un petit peu trop de sport auprès des zombies. Mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Manque de peau, elle, c'est quand même une des moins motivées des tueuses qui étaient de sa génération, et c'est évidemment à son époque, à elle, que les maîtres zombies, puisque oui, il y a des maîtres zombies, qui eux sont intelligents, ont décidé de foutre un petit peu le bordel et pourquoi pas de créer l'apocalypse. Évidemment, il fallait que ça tombe sur ses épaules à elle, puisque c'est sur elle que tout va reposer. C'est un roman qui est basé certes sur l'action, mais aussi énormément sur l'humour. Il faut savoir qu'Evangeline est vraiment très très drôle, que la plume de l'auteur est aussi très très drôle, et que j'ai ri mais vraiment à chaque page de ce livre, malgré le fait qu'elle ne nous épargne pas les descriptions de zombies bien dégueulasses. Ça m'a pas empêché de rire, je me suis pas ennuyée un quart de seconde. Le mode de narration aussi est très original, puisqu'en fait vous avez certains chapitres à la troisième personne qui vont raconter les faits, qui vont vous raconter ce qui se passe, ce qu'Evangeline va vivre, les actions. Et vous avez certains chapitres de journaux, puisque chaque nécrocide doit tenir un journal et donc écrire ses sentiments et ce qu'elle vit dans le journal. Donc vous avez notamment le journal d'Evangeline où elle parle à la première personne, et là ça vous permet d'avoir vraiment son ressenti, ses pensées au plus profond d'elle-même, et qui sont très cocasses et qui font vraiment rire. Donc j'ai beaucoup aimé cette alternance de penser ces moments où on va rentrer vraiment dans l'esprit d'Evangeline et les autres où on est plus dans l'action. Je pense que c'était un pari du point de vue d'auteur. Personnellement j'ai vraiment accroché, je sais pas si ça en a dérangé d'autres, mais moi vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc si vous avez envie de lire un livre qui mêle action et humour, je vous le conseille vraiment. Ne vous attendez pas à du post-apocalyptique, même si les maîtres zombies veulent l'apocalypse. Ce n'est pas un livre basé sur la survie. Mais par contre, c'est très très drôle, c'est aussi original, et j'ai vraiment beaucoup aimé, avec une fin de folie. Franchement, si je revois l'auteur, faudra que j'en parle avec elle, parce que ça me laisse complètement pantoise, je m'y attendais vraiment pas. J'ai donc terminé le mois avec Balefire le tome 3, Plume de Pierre, écrit par Kate Tiernan et édité aux éditions du Masque dans la collection MSK. Donc en fait, la saga Balefire, ça vous raconte l'histoire notamment de deux sœurs. L'une est Clio, l'autre est Thaïs. Au début, elles ne se connaissent pas. Je vous spoil rien, c'est marqué dans la 4e de couverture du premier tome. Donc Clio est une sorcière, elle vit avec sa grand-mère, elle est élevée par sa grand-mère parce que ses parents sont décédés, et donc elle apprend la magie blanche, la magie Wicca. Thaïs de son côté vit avec son père, et oui parce que en fait le père n'est pas mort, et aucune des deux ne sait que l'autre existe, donc en fait Thaïs n'est absolument pas au courant de l'existence de la magie, de la sorcellerie, etc.
jusqu'au jour où le père de Thaïs va décéder. Et donc en fait, Thaïs va être envoyée à la Nouvelle-Orléans, les catapulter là-bas, pour être sous tutelle d'Axel, qui est, alors je crois que c'était soi-disant une amie de sa mère, ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est une personne qui sort de nulle part et qu'elle ne connaît absolument pas. Elle va donc commencer sa nouvelle vie dans son nouveau lycée, et dans les couloirs, elle va croiser son double, et c'est comme ça que les deux jumelles vont se rendre compte qu'en fait elles sont sœurs et qu'on leur a caché beaucoup de choses. Donc en fait, Bellfire, il va y avoir deux fils, l'intrigue de cette histoire. Donc le premier fil conducteur, ça va être pour les deux sœurs de découvrir qui elles sont vraiment, pourquoi on leur a menti. Pour Thaïs, ça va aussi être de découvrir et d'apprendre la magie, parce qu'en fait, c'est une sorcière aussi, mais elle ne le sait pas, donc elle a beaucoup de choses à rattraper et à apprendre. Et donc elles vont chercher vraiment à savoir pourquoi on leur a menti, etc., qui elles sont, pourquoi on les a séparées à la naissance et qu'on ne leur a rien dit, qu'elles ne savaient pas que l'autre existait. Le deuxième fil conducteur de l'histoire va en fait tourner autour d'un rite qui avait été fait 250 ans auparavant et qui avait très mal tourné, puisque il s'agissait d'un cercle pour célébrer je ne sais plus trop quoi. Cela s'est très mal passé puisqu'il y a eu un mort. 250 ans plus tard, donc c'était un cercle de 13. 13 personnes sont de nouveau réunies dans lesquelles on veut incorporer Thaïs et Clio, ou Clio et Thaïs, hein, c'est comme vous voulez, pour recommencer, puisque en fait dans ce rite, chacun peut y trouver des bénéfices personnels. Il n'est pas censé avoir une seule issue, mais il va aussi s'agir de se poser la question, il y a eu un mort il y a 250 ans, est-ce que ce rite est dangereux, est-ce qu'il ne l'est pas, est-ce que le maître de cérémonie a des envies entre guillemets, des aspirations cachées qu'il ne veut pas dire ou pas, est-ce que voilà. Et donc là ce troisième tome justement nous parlait énormément de ce rite, puisque l'échéance dans ce tome approche vraiment, que toutes les conditions vont être réunies pour que le rite ait lieu, et donc il va falloir que les personnages prennent leurs décisions. Donc il faut savoir que Bellfire, ce n'est pas une saga où, où le suspense et l'action sont prédominants. C'est une saga, je dirais, qui est plutôt tranquille, avec une plume très fluide, qui nous parle beaucoup de magie, qui nous présente énormément la magie. On a pas mal de sorts, hein, de potions, des choses comme ça. Et puis aussi, eh bien, vous avez les 13, ce cercle des 13, et donc l'auteur prend le temps vraiment de fouiller ses personnages. On connaît chacun des personnages. Évidemment, on connaît mieux Thaïs et Clio. Le mode de narration, encore une fois, est assez particulier puisque vous avez plusieurs points de vue. Mais les deux seuls points de vue à s'exprimer à la première personne sont Thaïs et Clio. Donc ce sont vraiment les personnages les plus développés sur lesquels on s'arrête le plus, on s'attarde le plus. Mais les 11 autres personnes sont quand même bien détaillées et ont aussi parfois leur mot à dire, entre guillemets. Donc voilà, c'est quelque chose de fluide, qui se lit vraiment vite, qui se lit vraiment bien, où l'accent est mis sur les personnages, sur les relations entre eux, les personnages, sur la confiance que l'on peut porter à un tel, ou justement sur la trahison, sur le but de chacun, et surtout et énormément sur la magie. La magie, les sorts, c'est très mis en avant. Donc moi j'aime beaucoup, c'est reposant entre guillemets, c'est frais, c'est fluide, c'est vraiment sympa, je recommande si vous aimez les livres sur la magie Wicca. Donc voilà, donc c'est tout pour ce point lecture. Donc on va se retrouver en mai pour les prochains points lecture. En attendant, je pense que je vous présenterai quand même la pile à lire du mois de mai et certainement d'autres vidéos tel un point lecture graphique. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!